Bonsoir à tous. Le circuit court, la filière bio, le vrac également, autant de secteurs qui ont le blues frappé de plein fouet par la baisse du pouvoir d'achat et la crise énergétique. Les clients sont moins nombreux, le chiffre d'affaires en berne. Des producteurs et des épiciers qui se posent beaucoup de questions aujourd'hui. Comment rebondir? Quelle nouvelle stratégie mettre en œuvre pour attirer à nouveau le chaland ou plus de clients? C'est cette question qui est au cœur d'Autrement ce soir. Bonsoir Louis Grippa, vous êtes Bonsoir. le responsable d'un magasin bio qui est situé à Gette, qui s'appelle Au Rayon Bio. Dans votre magasin, la crise que vous traversez, comment se marque-t-elle? Elle s'est marquée surtout depuis mi-2021 par une baisse de la fréquentation quand même assez forte et très inattendue dans la mesure où depuis 20 ans, le bio était en progression. Qu'en 2020, avec le confinement, ça a même explosé. Tout le monde voulait du local bio le plus proche possible. Et donc, je pense que personne ne s'attendait à cette chute. Donc, on a dû se réinventer un petit peu, réfléchir un peu comment répondre à ça. Maintenant, la deuxième vague de crise, c'est la crise du pouvoir d'achat, avec l'inflation, avec la crise énergétique qu'on connaît. Donc, il y a je dirais, une deuxième vague qui nous frappe et qui fait que beaucoup de magasins, surtout les magasins indépendants, qui évidemment ont les reins moins solides que les chaînes ou les grands, sont aujourd'hui en difficulté. Je pense que Sylvie le dira. Dans ce que j'ai vu sur Facebook, rien que cette année-ci, je pense qu'il y en a une dizaine qui ont fermé quand même. Donc, on est vraiment devant une crise un peu existentielle. Oui. Ouais, et Sylvie Drouland, bonsoir. Vous représentez donc Consommation sur ce plateau, le secteur du vrac, mais aussi d'autres associations comme Bio Wallonie ou le collectif 5C qui représente des coopératives. On le confirme, effectivement, il y a péril en la demeure aujourd'hui pour beaucoup de magasins bio. C'est sûr que la situation n'est pas simple pour eux aujourd'hui, de pouvoir perdurer pendant aussi longtemps avec une perte de chiffre d'affaires si importante. Ils ne vont pas pouvoir tenir encore longtemps comme ça. Donc même s'ils sont optimistes et qu'ils essaient de trouver des solutions, aujourd'hui, la trésorerie sont de plus en plus vides et à un moment donné, il va falloir fermer si on n'a pas de trésorerie. En fait, les magasins, ils ne savent pas subsister s'ils n'ont pas de trésorerie. Alors vous avez fait un petit sondage, 96 commerces, dans 80% d'entre eux, le chiffre d'affaires est en baisse entre le premier semestre 2022 et la même période en 2021. Oui, donc il y a vraiment des baisses qui sont parfois très conséquentes. Ouais. On parle de 30% baisse. de chiffre d'affaires en moins, donc c'est quand même énorme. C'est un tiers de leur chiffre d'affaires qui est perdu. Et donc ça, comment est-ce qu'on va le récupérer? C'est difficile, surtout dans un contexte, comme Louis disait, c'est que maintenant, pour le moment, on n'est pas encore dans une phase où on peut se dire c'est temporaire, ça va se prolonger encore. Et donc c'est là où ça devient critique. Alors Mathilde Leboeuf, bonsoir. Vous présentez CABA sur ce plateau. C'est la coopérative alimentaire belge d'artisans solidaires. Comme ça, j'ai résumé. Et donc vous représentez des producteurs, des transformateurs aussi, oui. Et également en Wallonie et en région bruxelloise. Cette crise que vivent les magasins bio, j'imagine que les producteurs, les transformateurs doivent la subir également. Dans quelle mesure ? Alors, les producteurs sont touchés, notamment les éleveurs, parce que les éleveurs avec lesquels on travaille, ils sont souvent en autonomie, c'est-à-dire qu'ils ont du fourrage, ils nourrissent les bêtes avec du fourrage. Cet été a été très sec et ils ont fait 2-3 coupes, ce qui est souvent insuffisant pour nourrir le troupeau tout l'hiver. Donc, ils doivent acheter du fourrage, ce qui n'est pas du tout prévu dans leur modèle économique. Et ce qui les met en difficulté. Donc c'est autant pour les producteurs de viande que pour de l'élevage laitier pour faire du fromage. Après, on a les transformateurs, tous ceux qui sont consommateurs d'électricité ou d'énergie, donc boulangers, transformateurs en général. Là, en effet, le problème, c'est plus la facture énergétique qui augmente et qui écrase leur marge, en fait, et qui ne leur permet pas de vivre correctement. Ce qui est déjà compliqué en temps normal devient très compliqué en ce moment. Alors, notre quatrième invitée, c'est Isabelle Coupienne. Bonsoir, vous présentez Graines de Curieux sur ce plateau. Alors, ce sont des produits issus de l'agriculture biologique. Vous travaillez avec des producteurs, avec des produits qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir ici sur le marché belge, cultivé en Belgique. On parle par exemple de quinoa, de lentilles, d'avoine, d'épeautre. Et on a l'impression que ces produits-là, finalement, quinoa, lentilles, c'est très à la mode. Alors, est-ce que vous subissez, vous aussi, cette crise ?
Nous subissons la crise au même titre que les magasins bio, puisque nous sommes producteurs justement pour les magasins. Alors, le principe de Graines de Curieux, c'est l'entièreté d'une filière. Donc, nous, on travaille avec entre 40 et 50 agriculteurs qui produisent sur contrat fixe. Ensuite, on investit dans une usine de tri et de transformation pour pouvoir internaliser et suivre notre ligne de conduite qui est la relocalisation de la production locale. Et tous ces produits qu'on rachète aux agriculteurs et qu'on transforme nous-mêmes, on les vend sous la marque Graines de Curieux. Donc, évidemment, si dans les magasins bio, il y a une baisse du chiffre d'affaires de 30%, elle est répercutée en direct chez nous aussi. Oui, alors on va voir effectivement comment vous faites face à cette situation. Mais tout de suite, on va pousser la porte d'un magasin bio qui est situé dans le quartier européen. On y a rencontré Anna, elle a 34 ans, elle est d'origine anglaise. Vous allez le reconnaître tout de suite d'ailleurs à son accent. Son magasin, elle y tient comme à la prunelle de ses yeux. Et même si elle tente de rester enthousiaste, c'est pas toujours simple face aux difficultés auxquelles elle doit faire face. Donc là, on peut mettre ce qu'on peut en rayon, le reste on met dans la chambre froide. À peine le magasin ouvert, la première livraison de légumes de la semaine est déjà là. Du bio en circuit ultra court. Le maraîcher cultive à quelques kilomètres de là. C'est un producteur c'est à l'autre côté d'Anderlecht, ils sont à Lennik. Donc pas loin d'ici, c'est Francis Questement. Et du coup, on a un arrivage de chez eux, normalement 3 fois par semaine. On a un autre fournisseur, ça s'appelle Terroiriste. Presque 6 ans déjà qu'Anna a ouvert son magasin dans le quartier européen. Cette Anglaise a débarqué à Bruxelles il y a 10 ans, un diplôme d'interprétariat dans ses bagages. Un métier qu'elle a d'ailleurs exercé pendant quelques années, avant de changer diamétralement de cap. C'était pour avoir un travail avec du sens. Je cherchais quelque chose qui était plus en ligne avec mes valeurs. Avant, j'étais interprète. Du coup, j'aime bien travailler avec les langues et tout, mais c'était dans un lobby où c'était pas spécialement très, très chouette. L'épanouissement, elle l'a trouvé dans ses 35 mètres carrés. Son métier, elle le compare à un couteau suisse, touche à tout et multifonction. Et tout irait pour le mieux s'il n'y avait cette crise que son magasin traverse. Quand on compare les stats, on regarde pas spécialement les 2 dernières années, mais on regarde 2019. Et là, cette année, par rapport à 2019, on a moins de personnes, les paniers moins importants. Pour la première fois depuis notre ouverture. Tous les ans, on a eu quand même une petite augmentation. Maintenant, ça descend. On a eu la chance, entre guillemets, de pouvoir quand même mettre de côté avec les 2 années de confinement, 2020-2021. Donc, on a quand même un bon matelas de trésorerie qui va nous aider à tenir le coup. Mais c'est clair que ça ne peut pas durer beaucoup plus longtemps. Malgré l'inquiétude qui pointe dans son discours, elle garde le moral, convaincue d'œuvrer à une société plus juste et plus durable. Alors Sylvie, les plus fragiles aujourd'hui, ce sont les magasins les plus récents, ceux qui n'ont pas pu se faire un petit matelas, on va dire, comme le dit Anna. Alors, ils ont commencé dans un contexte tout à fait différent. Donc, peut-être que ça, effectivement, ils ont dû, dès le départ, être un peu originaux dans leur réflexion de mise en place de leur projet. Après, effectivement, ils n'ont pas connu l'avant. Et donc, c'est très compliqué aujourd'hui de se dire, je peux me projeter encore plus loin et attendre que ça passe parce qu'ils n'ont effectivement pas eu le temps de se faire un petit peu de trésorerie pour passer le cap. Mais sinon, voilà, ce qui est intéressant avec Anna, c'est qu'elle montre, il y a tout un côté très résilient au travers de ces acteurs. Et donc, c'est vraiment des acteurs qui veulent soutenir un autre modèle de société et donc ils y croient tellement fort qu'ils sont prêts à vraiment se battre au maximum pour que ça marche et que ça soit sauvé en fait. Ouais. Alors Monsieur Grippa, on le voit ici, Anna travaille avec des acteurs locaux vraiment. Question, est-ce que c'est plus cher de travailler avec ces acteurs locaux et est-ce qu'il y a moyen de jouer sur les marges avec eux? Alors je dirais ça dépend. Mais je voudrais quand même insister justement sur ce qu'elle disait et ce que Sylvie vient de dire. C'est si ces acteurs, ces magasins, cette filière disparaît, je crois qu'il faut essayer de se rendre compte de ce qu'on perd. Souvent, on se rend compte de ce qu'on perd quand c'est un peu trop tard. Et c'est ça que je voudrais aussi dire aux gens. C'est qu'elle travaille avec Questemont. Moi, j'ai une petite liste ici. On a 3 maraîchers bruxellois.
on travaille en direct avec eux. Il y a Big qui travaille sur les toits de l'abattoir d'Anderlecht, qui fait de l'aquaponie. Il y a les vergers d'Enbogert, il y a les fraises de Charladan, on a pris des fraises que chez lui et pas plus cher qu'ailleurs en fait. Et donc, mais on le connaît et on est en direct avec lui. Et ces petits magasins, ils ont ce supplément d'âme. Et ça, je crois que c'est important pour les gens, c'est important pour la société, c'est important pour la filière qui est derrière. Et je pense vraiment qu'il faut faire un appel aux gens de regarder bien. Alors, on parlait des prix. C'est vrai que beaucoup, à mon avis, de la désaffection actuelle vient d'un préjugé où on se dit bio, c'est plus cher. Et comme c'est plus cher, je vais peut-être prendre du bio, mais je vais prendre du bio dans les grandes surfaces. Je suis désolé de le dire aussi crûment, c'est pas le même. C'est pas le même que chez les acteurs avec qui on travaille. Mais pour revenir à ma question, puisque vous, pendant cet été, vous avez fait des produits à prix plancher, c'est ce que vous avez dit, une trentaine de produits à prix plancher. Est-ce que ça, vous avez donc pu négocier des marges? Est-ce que c'est faisable sur le long terme pour que ces produits soient moins chers? Alors nous, on a comme principe, comme beaucoup de ces magasins, de payer le juste prix aussi aux producteurs. Donc on ne négocie pas, on ne va pas leur dire « vous devez absolument baisser vos prix ». S'ils nous proposent un prix qui est tout à fait invendable, on va leur dire, parce que ça ne sert à rien de mettre un produit que personne ne va acheter. Mais sinon, on ne négocie pas vraiment les prix avec eux. Par contre, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on met une caisse avec un producteur local qui est bien affiché comme producteur local, qui est peut-être 10 cents ou 20 cents le kilo plus cher, et une caisse qui vient de production plus... Et donc avec les producteurs, négocier les marges, c'est compliqué en fait. Mais, les producteurs locaux, entendons-nous. Oui, eux-mêmes sont en difficulté. C'est une filière aussi, surtout par exemple à Bruxelles, où c'est aussi une filière qui a ses difficultés, comme vous en parliez tout à l'heure. Oui. Donc nous, on veut aussi participer à un modèle économique dans lequel le producteur est payé correctement et où le magasin peut vivre. Oui. Alors Isabelle Coupienne, dans votre secteur, effectivement, est-ce que c'est possible, puisque c'est une remarque qu'on entend souvent, les produits bio sont plus chers et donc pas accessibles pour nous, est-ce que c'est possible de revoir des marges à la baisse ou c'est très difficile pour votre secteur? Dans notre secteur, c'est vraiment très difficile parce que les prix négociés avec les agriculteurs, c'est même pas négocier, c'est discuter avec eux pour être sûr que ce soit un prix juste. Il est fixe sur un contrat annuel d'1 an, de 2 ans, de 3 ans. Et donc, les marges qui sont calculées via l'unité de transformation et la commercialisation, elles ne peuvent bouger que très peu, si vous voulez, pour atteindre un prix au consommateur qui n'est pas trop élevé. Et donc, dès qu'il faut négocier un petit peu les prix de tout le monde, c'est quand même compliqué. Ouais, et pour vous, Mathilde, quand vous dites à un producteur, ce produit-là, je suis désolé, mais il est trop cher, et ça doit vous arriver dans votre métier. Que vous répond-il et est-ce que c'est possible de jouer sur le prix avec ces tout petits producteurs? L'objectif de la coopérative, c'est de soutenir l'ensemble des acteurs de la filière, comme on en parle ici, c'est-à-dire autant le producteur qu'une coopérative de distribution comme on est, que des magasins indépendants qu'on distribue. Et donc nous, on n'est pas du tout dans une démarche de négocier les prix avec les producteurs, on en discute. Il arrive que les prix soient en fait trop élevés pour pouvoir passer par notre filière. Mais alors, ils doivent passer par d'autres canaux de distribution. Mais nous, on ne demande pas aux producteurs de baisser les prix. Ça n'a pas de sens de baisser les prix des producteurs. Les marges sont déjà extrêmement petites. Et avec les augmentations actuelles, leurs marges sont encore plus petites. Donc, on ne peut pas négocier les prix, malheureusement, à ce stade. Ce n'est pas possible. Oui, M. Grippa, rapidement. Pour continuer sur cette question des prix, je voudrais aussi la relativiser. Parce qu'on travaille un peu de nouveau dans l'optique où dire on a chez nous des pommes de terre à 1 euro, 1,10 € le kilo. On a des carottes, j'ai noté ici ce matin, à 1,20 €. On a le potimarron, c'est 1,07 € le kilo. Quand on fait son panier, qu'on fait un panier de 30 € et que plutôt que de prendre des plats préparés qu'on va acheter dans la grande distribution, on fait soi-même à manger et on achète des légumes qui sont quand même bio, sans pesticides, frais, locaux, et qu'on paye 1 €, 1,20 € le kilo, c'est peut-être 10 cents plus cher qu'ailleurs. Mais au total, je pense qu'on y gagne. Il faut choisir ses produits, parce qu'on le voit effectivement en regardant. Il y a quand même... Alors, je sais que Sylvie Drouland, vous vous insurgez aussi sur le fait que le bio soit forcément plus cher, mais il y a des produits qui sont plus chers incontestablement. Madame Coupienne le disait, avec les coûts de production qu'on a actuellement, c'est normal que ce soit plus cher. Alors il y a deux faits. Il y a effectivement une image négative qu'on donne sur le bio, le vrac, le zéro déchet en disant c'est plus cher. Et donc quand on compare certains produits qui sont comparables, on peut se rendre compte que c'est pas toujours le cas. Il y a parfois des exceptions, ok. Pour ce qui est
est des produits transformés, là, on peut effectivement avoir des variations, mais pour le fait que, en fait, la transformation est faite en Belgique, avec des matières premières qui sont souvent plus chères et des choses comme ça. Donc, ça s'explique derrière le prix. Mais après, pour moi, j'ai vraiment la notion du prix. J'ai envie de repenser le prix dans l'autre sens. C'est se dire, est-ce qu'aujourd'hui, les prix qui sont pratiqués dans les grandes surfaces sont les prix justes? Et certainement pas. Et donc, aujourd'hui, c'est remonter, en fait, la valeur du prix à sa juste valeur. Oui, mais ça, c'est un effort intellectuel. L'argent qu'on a dans son portefeuille, c'est quand même toujours le même, ou le même montant. Donc, c'est difficile à faire entendre à certains consommateurs. Sauf que si on prend le panier global, de nouveau, si on met différents produits dans le panier global, à produits équivalents, enfin, on va dire, on va prendre des pâtes, du riz, puis on va mettre des pommes de terre, des légumes et des choses comme ça. On va le faire dans le supermarché et on va le faire dans un petit magasin de proximité. Souvent, le prix n'est pas bien différent. C'est peut-être à quelques cents près ou des choses comme ça. Moi, j'ai déjà fait des exercices de comparaison et on est en train de travailler sur un observatoire des prix pour vraiment travailler à cette notion du prix parce qu'on se rend compte que souvent, c'est ce qui nous déforce. Et aujourd'hui, franchement, on est intéressant. Et alors, il faut se poser la question de le saison ou pas saison aussi. Ça, c'est aussi une notion importante. Est-ce que j'achète un produit qui est hors saison, va peut-être me coûter plus cher. Et donc, effectivement, là, les prix peuvent être différents en fonction de ce qu'on achète. Oui, Mathilde et puis Isabelle juste après. Oui. Et donc, l'inflation, ce qu'on voit, nous, en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 6 à 8 mois, on pouvait nous dire qu'on était un peu plus cher que ce qu'on pouvait trouver ailleurs quand on était en local, en bio ou en non bio. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. En fait, l'inflation a touché de manière plus importante les prix de la grande distribution que les prix des filières courtes, comme avec lesquelles nous travaillons. Oui, Isabelle Coupier. Oui, c'est exactement ça en fait que je voulais relever aussi. Moi, je prends mon exemple du quinoa, des lentilles qu'on trouve en grande surface. Il faut quand même aller un petit peu regarder le prix au kilo qui est mis en place au jour d'aujourd'hui. En fait, on n'est pas plus cher, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut le souligner et oui, mais vous me disiez que par exemple, si on prend certains produits qui viennent d'Inde, etc., les prix sont quand même différents de ce que vous mettez sur le marché. C'est évident, c'est pour le cas de la lentille. Par exemple, la lentille corail, c'est un produit bien spécifique. Il est beaucoup moins cher si on va l'acheter en Inde que s'il est fait en Belgique. Mais bon, ça, c'est toute la démarche de relocaliser, évidemment, toute la production chez nous, quoi. Alors, on va voir qu'il y a des stratégies qui sont mises en œuvre et souvent, on essaye de faire des baisses de coûts. On va retrouver Anna pour une courte interview, si vous le voulez bien. On va voir qu'elle, pour diminuer ce coût, elle a dû se résoudre à diminuer un peu aussi son personnel. Par le passé, quand on était en 2020-2021, j'avais une équipe de 2 personnes temps plein plus 5 étudiants. Maintenant, j'ai une employée temps plein, une autre qui fait un mi-temps et j'ai 2 étudiantes. Donc, j'ai quand même déjà bien réduit la taille de l'équipe parce que c'est là où j'ai un petit peu de marge de manœuvre aussi. Je ne vais pas commencer à mettre les produits beaucoup plus chers ou payer mes fournisseurs moins, ne pas payer mes factures. Là, je ne peux pas. Donc, si je veux faire des économies pour le magasin, c'est sur les coûts de RH. Ce qui veut dire, évidemment, la charge de travail, ça reste la même. Donc, c'est moi qui remplace un peu tout le monde à droite à gauche. Je fais un peu plus moi-même et voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'acteurs. Vous avez dû faire la même chose, Louis Grippa. Oui, on a aussi dû réduire, pas dans les mêmes proportions, mais on a réduit d'un équivalent temps plein notre personnel, effectivement. Et donc voilà, on travaille tous un peu plus, mais on pense que voilà, une fois que la dynamique sera repartie, moi je reste optimiste par rapport à ça parce que je pense à tous les plus qu'apporte ce type de commerce et je pense qu'à un moment donné, la conviction des gens va revenir vers ça. Voilà, on pourra recréer ces emplois qui sont pour le moment perdus. Oui. Ouais, alors pour vous, Isabelle Coupienne, vous vous retrouvez donc avec de la marchandise que vous n'arrivez pas à écouler. J'imagine que vous étiez en expansion et aujourd'hui des agriculteurs qui viennent vous voir, vous leur dites quoi ? Non, vos cultures, on ne sait pas les prendre pour l'instant. Les cultures d'hiver, parce qu'on a mis en culture, on est en train de mettre en culture les cultures d'hiver comme les blés anciens pour faire les farines, le petit épeautre, les choses comme ça, les lentilles brunes. On a fort réduit les mises en culture pour diminuer le stock, pour éviter de le garder. Parce qu'il faut quand même savoir aussi qu'en bio, au niveau en aval, comme ça, en amont, c'est qu'on peut garder un stock pendant 1 an. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien. Donc, dans les grosses chaleurs, on a un développement d'insectes, donc on ne peut pas garder son stock. Donc, il y a une gestion là derrière qui est fort importante, d'autant plus qu'il
faut payer les agriculteurs. Enfin, Anna dit, il faut payer... moi, les fournisseurs, ce sont des autres, mais ça n'empêche que les coûts restent les mêmes, en effet. Alors vous, maintenant, votre solution, c'est quoi? C'est d'aller à la recherche de nouveaux marchés ou Alors, moi, j'ai quand même des très grands stocks derrière moi, donc je dois diversifier mes possibilités de vendre. Et donc, par exemple, une diversification, mais qui était déjà en place, c'est d'aller vers des industriels qui utilisent, par exemple, les légumineuses, par exemple, les céréales. Je vais parler d'une société comme, je peux dire le nom de la société, Cosucra, qui utilise des légumineuses, ou Meurens, qui fait des farines bio pour les bébés, qui utilisent de l'avoine. Et on va vers eux pour essayer d'augmenter la possibilité de travailler ou de collaborer avec des entreprises belges aussi, quoi. Donc, et vous avez du répondant par rapport à ça? On a du répondant, parce que toutes ces sociétés-là... Alors, il y a un avantage pour eux, c'est qu'on est très proche et on est qualitatif. C'est-à-dire que comme les transports ont fort augmenté, eux allaient acheter en Scandinavie ou au Canada, quelque part, ils s'y retrouvent d'acheter en local. Ouais. Alors, vous me parliez de lassitude de certains producteurs à un certain moment. Eux, quelle est leur marge de manœuvre? La marge de manœuvre est assez réduite, comme je le disais tout à l'heure. En fait, dans la filière, donc dans cette chaîne de production, distribution, consommation, les producteurs sont ceux qui ont la marge la plus réduite. Et donc, c'est eux qui ont qui peuvent avoir qui ont le moins de marge de manœuvre. Donc, aujourd'hui, ils sont dans des tensions économiques par le fait de l'augmentation du prix de l'énergie. Après, il y a des secteurs qui sont un peu moins touchés. Le maraîchage, par exemple, a fait une assez bonne saison parce qu'il a fait chaud. Donc, ceux qui avaient de l'eau, un puits, ça s'est plutôt bien passé. Donc, c'est un peu secteur par secteur. Je le disais tout à l'heure, les éleveurs, c'est plus compliqué. Les transformateurs, c'est plus compliqué également. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut vraiment un soutien pour pouvoir payer les factures. Un soutien public, vous voulez dire. Un soutien public, des aides pour pouvoir... payer ces factures, parce qu'on a besoin de tout ce tissu économique qui fait vivre en fait un grand nombre d'acteurs. Comme le disait Louis tout à l'heure, une épicerie de quartier, elle fait vivre de nombreux producteurs, elle fait vivre des coopératives comme les nôtres, qui sont aussi dans des tensions économiques actuelles. Donc il y a besoin de soutenir l'ensemble de ce tissu local pour pouvoir le faire perdurer, parce qu'on a vu que ce tissu local est résilient en cas de crise. Ouais, alors des aides, il y en a eu, Isabelle Coupienne, pas suffisantes ou pas assez adaptées à votre secteur particulier? Là, en fait, il y a une proposition de la ministre Tellier pour des projets de relocalisation des filières. Donc c'est la ministre wallonne. Oui, c'est ça. Donc on a rentré, les projets ont été rentrés, si vous voulez, mais alors la décision du SPW sera prise en fin d'année. Donc on ne sait pas si les projets sont acceptés ou pas. Mais en tout cas, là, il y a quand même une enveloppe de subsides qui était assez bien centrée sur les problèmes des filières. Ouais. Alors pour les magasins, on parle d'une filière résiliente, c'est le mot que vous utilisez beaucoup. Louis Grippa, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut multiplier les actions, faire des portes ouvertes, faire des animations? C'est quoi la solution pour vous? Il faut certainement faire tout ça, et Consommation nous aide beaucoup là-dedans à faire parler de ce secteur et de ses difficultés, mais aussi de ce qu'il peut apporter, surtout. Et puis, je pense que c'est vrai que les crises, c'est aussi l'occasion de se réinventer et de trouver peut-être... Mais comment on se réinvente? Faire encore plus de local. Par exemple, nous, on table très fort sur l'idée qu'on doit se différencier, puisque la grosse concurrence vient de la grande distribution ou des chaînes, de grandes chaînes bio, qui sont quand même des chaînes avec derrière une grosse machine. Nous, on va faire de l'accueil, de la dégustation, du conseil, de l'accompagnement. On va faire découvrir des producteurs qui sont à quelques kilomètres de chez vous et qui ne sont pas en Inde, comme vous disiez. Donc, on va faire tout ce travail, je dirais, de pédagogie pour inciter les gens à passer le pas de venir chez nous, et je pense, chez nous, dans les épiceries bio, vrac en général, et je pense qu'une fois qu'on a fait l'essai, on a envie d'y revenir, parce qu'il y a vraiment une autre expérience d'achat aussi. Et par rapport au pouvoir d'achat, par exemple, quand j'achète en vrac, je prends exactement ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est une économie dans la l'emballage. Et on évite le coût de l'emballage, et on évite le coût environnemental aussi, évidemment, des emballages. Quand on va dans ce genre de magasin, très souvent, les invendus
ne sont pas jetés, comme c'est le cas dans la grande distribution, parce que c'est plus facile de les mettre directement. Maintenant, il y a des filières qui se mettent en place aussi. Qui se mettent un peu en place, mais nous, on les met directement, on appelle ça l'esquive, en bon bruxellois, et on a des paniers où les gens peuvent avoir des légumes qui sont à peine abîmés, à un prix beaucoup plus réduit. Donc voilà, on met en place toute une série de choses pour rencontrer la préoccupation de pouvoir d'achat, parce qu'elle est réelle, mais tout en continuant à persévérer sur nos fondamentaux. Ouais, Sylvie de Roulant, c'est ça qu'il faut faire, c'est animer tous ces magasins, leur donner de la vie et faire en sorte que les gens poussent la porte. Mais déjà, c'est les faire connaître, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce secteur est peu connu. Même, mais non, parce que quand on parle aux gens... Pendant le Covid, on ne parlait que de ça. Oui, mais non, mais pas encore assez. Je pense parce que justement, la force de frappe des grands industriels et des grandes surfaces, c'est justement la communication. Et aujourd'hui, quand on allume la radio, on n'entend que la voix de ces grands industriels. Donc aujourd'hui, c'est de dire, non, il y a ça, ok, pour ceux qui veulent aller là, mais il y a surtout plein de solutions parallèles qui existent et qui sont beaucoup plus engagés, qui ont un autre modèle de société et qui soutiennent surtout des valeurs beaucoup plus fortes, dont le local, le saison, le bio, le vrac, etc. Et alors aussi, moi j'ai envie de dire, il y a un travail à faire vraiment de sensibilisation, de pédagogie, de lever les freins imaginés par le consommateur pour lui faire prendre conscience que ce qu'il donne comme argent à l'un ou à l'autre a une autre valeur s'il le donne effectivement à des structures telles que celles qu'on a ici autour de la table. C'est-à-dire que si je donne mon argent à une épicerie de proximité qui fait du vrac, du local, eh bien en fait je soutiens toute une chaîne de valeurs parallèles à ça et plein d'externalités positives, dont la qualité des sols qu'on soutient au travers du bio, le fait du vrac, on ne génère pas de problématiques au niveau environnemental avec la pollution, etc. Donc c'est plus vaste que simplement acheter un légume en fait. Ouais, Isabelle Coupienne, il reste moins de 30 secondes, vous me demandiez la parole. Oui, je voulais rebondir sur la manière de se diversifier et de trouver des solutions. Je pense que nous, le fil conducteur qu'on a mis, c'est le qualitatif au niveau du produit. Donc c'est sans additifs, c'est des farines de qualité comme des blés anciens, des petits épeautres, c'est des biscuits qui sont faits avec du vrai beurre et tout ça. Et je pense que cette ligne de conduite, pour finir, elle nous permet de survivre et elle permet de fidéliser les gens qui achètent notre marque en tout cas. Ben, c'est ce qu'on espère en tout cas. Merci en tout cas à tous d'être venus sur le plateau. Et il y aura une opération au mois de novembre. Si vous avez les dates rapidement pour du 17 au 26 novembre, il y a la fête du vrac dans plusieurs points de vente. Donc, il y en a 35 en Wallonie et à Bruxelles qui font plein d'animations, des dégustations, des ateliers. Il y a vraiment de tout pour découvrir en fait le vrac et le zéro déchet d'une autre manière, d'une manière originale et de se dire j'ouvre la porte, je vais découvrir ces épiciers et me rendre compte qu'en fait c'est des super personnes. Ben voilà, le message est passé, donc on les trouve via votre site internet. Ça s'appelle jepasseauvrac.be. Voilà, jepasseauvrac.be. Merci pour ce conseil. Donc si vous voulez pousser la porte d'un magasin, n'hésitez pas. Autrement, c'est terminé pour ce soir. La semaine prochaine, Cyprien Houdemont à la présentation de l'émission. Très bonne fin de soirée à tous.